Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Ludivine Kolodziejski, coach holistique, et j'accompagne principalement des femmes dans leur développement personnel pour qu'elles puissent reprendre les rênes de leur vie en main et qu'elles sachent quoi faire de leur vie, comment gérer leur vie, comment créer leur vie, afin d'être profondément heureuses, épanouies et satisfaites. Aujourd'hui, le podcast que j'avais envie de partager avec vous est sur l'humiliation. Alors bien entendu, il y a eu un tas de choses qui ont été écrites et dites sur la blessure de l'humiliation, qui est l'une des 5 blessures de l'âme que Lise Bourbeau a mis en avant dans ses récits et dans ses œuvres. J'avais envie de partager avec vous aujourd'hui cette blessure de l'humiliation simplement pour vous expliquer ce par quoi je suis passée et comment j'ai pu m'en sortir. Parce que on est toutes différentes face à cette blessure de l'humiliation, comme face à toutes ces blessures émotionnelles qui sont dévastatrices, c'est clair. Et il était important pour moi, surtout par rapport à ma communauté, par rapport à mes clientes que j'ai aujourd'hui et celles qui sont en devenir, de comprendre le pourquoi du comment elles ont cette blessure de l'humiliation et comment faire surtout pour arriver à s'en sortir. Bien sûr, c'est toujours plus important et plus impactant que de se faire accompagner quand cette blessure est profonde et vraiment très marquée. Mais il est toujours intéressant d'écouter des podcasts, des idées, des échanges qui peuvent être faits autour de ces blessures parce que ça peut nous permettre de nous rendre compte que nous sommes porteurs et porteuses de ces blessures. Parce qu'on peut parfois être dans le déni. Croyez-moi, j'en vois beaucoup qui arrivent en me disant moi je sais que j'ai ça, je sais que j'ai ça, et en fait la blessure principale émotionnelle qu'elles ont à l'intérieur d'elles n'est absolument pas celle qu'elles avaient envisagée au démarrage. Donc il faut comprendre que la blessure d'humiliation c'est un vrai traumatisme psychologique. Hein. C'est pas du tout une lubie, c'est pas du tout tiens on met un mot sur quelque chose pour donner une définition et voilà c'est clinquant, pas du tout. C'est vraiment un trauma psychologique. C'est engendré par la plupart du temps les figures parentales, des figures qui ont été très importantes pour nous quand on a été enfant et qui vont être mises en scène en fait par des moqueries qui vont être hyper dégradantes, par des comportements qui vont provoquer des sentiments de honte mais profondes vis-à-vis de la personne qui reçoit en fait ces injonctions, ces critiques, ces remarques, etc. Pour ma part, par exemple, j'ai subi beaucoup d'humiliation dans mon enfance, principalement dans mon enfance, hein, puisque vous savez que les blessures de l'âme, elles se mettent en lumière, on va dire en marche, en fonctionnement, la plupart du temps entre notre naissance, voire in utero, j'aurais envie de vous dire, mais bon, c'est pas le sujet du jour, mais depuis notre naissance jusqu'à nos 6, 7 ans, voire 8 ans. Donc, selon les âges et selon les blessures, elles se manifestent de cette façon-là, et selon aussi le caractère sexuel de la personne en face. Alors même si aujourd'hui on parle de non-genré, on va vraiment rester là sur le basique avec un père, une mère, hein, pour bien comprendre en fait cette blessure d'humiliation qui peut, comme toutes les blessures d'ailleurs, qui peuvent venir principalement soit du père, soit de la mère, et pourquoi parfois le sexe opposé fait qu'on va être beaucoup plus touché par les injonctions, par les remarques, les critiques que par le même sexe que nous. Concernant la blessure de l'humiliation, donc c'est vraiment une blessure qui va se manifester par l'expérience vécue de la personne, mais aussi de façon très marquée par la propre interprétation de cette personne. C'est-à-dire que tout ce que j'ai pu vivre moi dans ces blessures émotionnelles et de l'humiliation, était vraiment marqué aussi par la façon dont moi-même j'ai pu interpréter ces choses quand j'étais petite. Donc bien sûr, il y a le contenu hein, qu'on va pas mettre de côté et qu'on va pas rayer de la carte en disant non mais c'est toi, c'est ton interprétation. Non, non, il y a le contenu, il y a quand même le truc qui est là, mais il y a aussi bien entendu la façon dont j'ai pris les choses, dont j'ai compris les choses. Et tout ça, en fait, engendre une douleur émotionnelle très très forte. Parce qu'à ce moment-là, on est dans une forme de solitude et dans une forme de vulnérabilité qui sont en fait extrêmement puissantes et profondes, parce qu'on a vraiment l'impression de se sentir seul et d'être complètement isolé par rapport à ce qu'on est en train de vivre complètement. Donc ce que ça génère en fait, ce que ça a généré chez moi, comme toutes les personnes la plupart du temps qui portent cette blessure de l'humiliation, c'est qu'en fait on va perdre confiance en soi, mais on va aussi considérablement perdre son amour-propre. Donc on va se cacher derrière plein de choses et on va être un gros tas
de doute, pour pas dire autre chose. Donc vraiment, on est à ce moment-là dans une peine et dans une tristesse tellement profonde qu'on est absolument et intimement convaincu que ce que l'on reçoit comme humiliation, c'est justifié. Et c'est là où en fait arrive le drame, c'est que c'est tellement justifié qu'en fait on prend ça comme argent comptant. Et on se dit, bon, attends, cette personne, je l'aime plus que tout au monde, imaginons, c'est mon père, je reçois ça dans la tronche, ok, je fais quoi? Comment je gère ce truc, quoi? Pour ma part, par exemple, ça a été ma belle-mère, hein, j'en avais parlé lors de mon premier podcast pour raconter un petit peu mon histoire et que vous compreniez le pourquoi du comment des épisodes qui suivent. Effectivement, j'ai subi énormément d'humiliations. Alors les humiliations étaient des humiliations toujours faites de façon très cachée et très fourbe. C'est-à-dire que cette marâtre, devant mon père, donc était toute gentille, enfin j'étais voilà l'équivalent de sa fille, il n'y avait pas de souci quoi, je veux dire, elle montrait une image d'elle avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect vis-à-vis de moi, etc., etc. Bon, quand mon père avait le dos tourné, c'était vraiment un visage sombre qui s'amenait et je n'avais que des critiques sur mon physique, principalement sur mon physique, des critiques sur ma propre mère, des critiques sur mes sœurs et bien entendu une comparaison constante, omniprésente par rapport à sa fille, qui avait donc 15 mois de plus que moi. Et ça, si vous voulez, puisque je l'ai rencontré quand j'avais 3 ans et demi, ça a été fortement marqué. C'est-à-dire que j'avais ma belle-mère qui me faisait miroiter des choses devant mon père, donc lui ne voyait que du feu, enfin il voyait que du feu, pardon, et donc elle continuait son manège, sa manigance, sa manipulation, et moi enfant, je prenais ce qu'elle me disait comme étant mince mon Dieu, je suis vraiment comme ça. C'est parce que à 3 ans et demi, 4 ans, on n'a pas cette maturité émotionnelle, critique, intellectuelle, mentale pour faire la distinction entre ce que la personne me dit et ce que je peux ressentir et connaître profondément de moi. Puisque je suis dans ma construction identitaire à ce moment-là, eh bien je prends toutes les informations comme elles viennent. C'est pour ça d'ailleurs que nos blessures de l'âme, nos blessures que nous avons enfants, sont construites en fait et s'intègrent en nous de cette façon-là. On n'a pas ce distinguo, on n'a pas cette maturité émotionnelle, mentale, corporelle et tout ce que vous voulez pour pouvoir faire la distinction entre ce que l'on nous dit, ce qu'on nous fait subir et ce que nous sommes capables de faire comme distinction. Donc je prenais vraiment tout ça comme argent comptant et j'avais ma grand-mère paternelle qui en rajoutait une couche, bien entendu parce qu'une seule ne suffisait pas, donc j'avais besoin de cette grosse couche d'hiver. Donc j'ai vraiment en fait connu cet affront de deux femmes qui étaient des figures maternelles, hein, très importantes pour moi à ce moment-là, dans ma construction d'être humaine, et je me suis complètement sentie humiliée. Donc bien entendu, ma confiance a diminué et mon amour-propre a diminué. Donc ces blessures, bien sûr, ça m'a poussée, cette blessure m'a poussée à refouler ou à ignorer les choses. Comme toutes les blessures de l'âme d'ailleurs, hein. On a plusieurs façons de les vivre, de les revivre, soit on les rejoue, soit on les refoule, soit on est dans le déni. Clairement, j'ai passé ma vie à les refouler, j'ai passé ma vie à les rejouer. On va être d'accord, j'ai jamais été dans le déni, j'ai toujours été dans les deux, entre les deux, selon la période que je traversais, selon les profils de personnes que j'avais en face de moi. Et j'avais pas forcément besoin d'éléments déclencheurs en face. C'est ça qu'il faut comprendre dans la blessure de l'humiliation, c'est qu'étant donné que c'est une blessure de l'ego, c'est une blessure qui implique en fait très souvent une aide professionnelle, une prise de conscience et une guérison consciente sont absolument nécessaires pour s'en sortir. Puisque c'est une blessure qui est très très profonde, elle touche l'ego, elle touche vraiment une partie intime de notre personnalité, de notre identité, que on a profondément du mal à s'en sortir seul. Et c'est pour ça qu'on n'a pas forcément, avec la blessure de l'humiliation, besoin d'un élément extérieur déclencheur pour nous la rejouer ou faire en sorte que on la ravive, clairement. Donc c'est hyper insidieux parce qu'en fait, elle peut se manifester vraiment de plusieurs façons. Étant donné que c'est une blessure qui va impacter de façon très variée l'environnement de la personne, son identité et ce qu'elle essaie de se construire, il y a beaucoup d'impact de cette souffrance. Comme je vous disais, manque de confiance, une baisse d'estime de soi. On peut être dépressif, on peut s'isoler, on peut avoir une image dégradée, genre la dysmorphophobie,
plus. Alors moi, je l'ai eu, hein. Trouble de stress post-traumatique aussi. On peut être en colère refoulée, ça aussi, j'ai eu beaucoup. Et c'est toujours, clairement, concernant la colère refoulée et concernant l'image corporelle parfaitement dégradée, c'est toujours deux petits démons qui viennent de temps en temps me rendre visite. Alors bien entendu, avec tout ce que j'ai travaillé sur moi, etc., et maintenant comment je sais les gérer, je suis carrément capable de les regarder en face, on se fait un check, je leur dis ciao les gars, j'ai pas besoin de vous aujourd'hui. Donc souvent, ils repartent comme ils sont venus, mais ça a été bien sûr un travail très long, mais c'est surtout que c'est hyper insidieux. C'est-à-dire que je me suis retrouvée, par exemple, concernant la dysmorphophobie, à être dans une soirée où je me sentais super bien avec des potes, etc. Nickel. Et là, on nous dit, on se dit, tiens, on va aller en boîte. Et d'un seul coup, je sais pas, je passe devant un miroir pour regarder si voilà, je suis bien maquillée, etc. Et là, c'est-à-dire que c'est pas un petit démon qui arrive, c'est comme une grosse cape noire, comme un voile noir qui se ramène et qui vous enferme en fait, qui vous englobe. Il n'y a plus rien qui existe autour de vous. Il y a juste toutes ces choses que vous vous ressassez à l'intérieur. Il y a juste tout ce que vous êtes en train de vous raconter qui existe. Pour ma part, c'était: est-ce que tu as vu comment t'es sapée? Est-ce que tu as vu comme tu es grosse? Tu ne peux pas sortir comme ça. De toute façon, c'est pas la peine d'aller te changer. Il n'y a aucune fringue qui te va. Ça sert à rien de sortir. Personne ne te regardera. Tout le monde va se moquer de toi quand tu vas vouloir danser. Ils vont dire: bah tiens, la grosse elle danse. Bah tiens, les potes ils sont gentils, ils sortent la grosse. Donc moi j'avais vraiment tous ces trucs là qui venaient. Et puis en plus de ça, plus je me regardais, plus je me trouvais laide, petite, grosse. Je me trouvais inintéressante. Je me dis: mais attends, ok t'es moche, mais tu as parlé de quoi? Et puisqu'en plus, toute ma vie, on m'a dit que j'étais conne, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Donc ça se rajoutait dans ma tête, bien entendu. T'es conne, grosse et moche, ça, hein, vous savez, c'était les trois mots, mes trois mots favoris. Ils viennent principalement de ces blessures de l'humiliation. Donc bien entendu, ça a eu énormément de répercussions émotionnelles parce que j'étais donc complètement ébranlée face à ce truc, que je voyais en fait en face de moi, qui était simplement ma propre image, et il fallait que je trouve des excuses qui tenaient la route auprès des gens que je côtoyais de l'époque pour leur dire, en fait, juste ramenez-moi chez moi. Parce que je savais pertinemment que si j'allais partir dans une explication qui était pourtant celle que je ressentais profondément, personne n'allait me croire, personne n'allait m'écouter. Tout le monde allait me dire: non mais attends, mais n'importe quoi, c'est bon, passe, non mais ça va, tu parles de ça il y a 20 ans, c'est bon, non mais c'est bon, t'es pas grosse, n'importe quoi, allez viens, t'es complètement bête, tu te gâches la vie. Je le savais déjà en fait. Donc j'avais pas du tout envie qu'on me dise ce que je savais déjà. À la rigueur, à ce moment-là, j'aurais juste eu envie d'une épaule, de quelqu'un qui vienne me dire: je te comprends, je sais ce que tu es en train de vivre, ça va passer. Vis-le si tu as envie, si tu veux rentrer, tu rentres, sinon tu viens et tu auras le droit de rester dans ton coin et t'inquiète, je comprends. J'avais juste envie de ça. Bon, bien sûr, quand on a 20 ans, je comprends, on est très très loin de tout ça. Rares sont les personnes matures émotionnellement. En tout cas, dans mon entourage à l'époque, il n'y avait pas tout ça. C'est pas une critique envers les gens qui étaient mes amis. Pour certains, ils le sont encore et extrêmement proches aujourd'hui. Et c'est pas qu'il manquait de maturité dans le sens où c'était des gros bêtas, pas du tout. C'est simplement que voilà, on grandit comme on peut, on mûrit comme on peut. Et à 20 ans, pas grand nombre avait cette maturité émotionnelle parce que on n'avait pas le même vécu et puis parce que surtout on était dans des épisodes de vie où on construisait des choses hyper positives, hyper motivantes et qui n'avaient pas lieu en fait de mettre tout ça en avant. Et puis parce que aussi, il faut quand même le dire, je pense que ça concernera certaines d'entre vous, j'avais cette faculté quand même de cacher les choses. Euh, les gens qui ne me connaissaient pas ne pouvaient absolument pas deviner que je souffrais intimement d'une façon énorme. C'était impossible de le voir. Donc quand ça sortait comme ça, comme d'un chapeau, c'était un peu waouh, ok, elle nous fait quoi là? Et personne ne pouvait comprendre, personne ne connaissait mon vécu. Donc c'était vraiment traumatique à ce moment-là. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, il y a vraiment des choses qui arrivent de façon très très troublante. Euh, il y a, alors que quand je parlais d'isolement social, je reviens à ça parce que quand je disais que je voulais rentrer, etc., bah effectivement, en fait, on a peur de revivre une expérience négative. En fait, si vous voulez, c'est comme si on anticipait le fait qu'on allait se reprendre dans la tronche ce qu'on s'était déjà pris. Et donc, on n'a pas envie de revivre ça. Et la seule solution pour nous, bah, c'est de s'isoler. C'est de se mettre tout seul dans un coin et de se cacher dans un trou de souris et de se dire: ok, là au moins je suis tranquille, personne viendra m'embêter et personne ne pourra encore avoir un comportement complètement désobligeant vis-à-vis de moi parce que je suis seule. Donc effectivement, l'isolement social, ça engendre beaucoup de choses, hein, vous le savez, hein, donc c'est quand même un cercle vicieux, cette blessure de l'humiliation.
Donc quand je parlais de confiance, eh bien sûr, ça altère complètement la confiance qu'on a de soi, mais ça altère aussi la confiance qu'on a envers les autres. Puisqu'en fait, dans ces situations d'humiliation, on a en fait eu honte de soi. On n'a pas eu honte forcément des personnes qui nous disaient des choses méchantes, hein. On a eu honte de soi. On a eu honte d'être la personne qu'on nous a bien voulu faire croire que nous étions. J'espère que j'ai été claire dans ce que je viens de dire. Mais vraiment, c'est ça. Donc en fait, on a une profonde méfiance envers les autres. On est hyper dérouté par les autres et on voit les autres à travers le prisme de notre traumatisme. Donc clairement, ce qui se passe, c'est qu'on a comme une sorte de grosse barricade entre nous et les personnes qui sont en face de nous pour se protéger. Donc c'est une protection en fait qui est complètement néfaste et destructrice parce qu'on s'isole, hein, on revient vraiment au point du dessus, mais c'est de la méfiance en fait qu'on a envers les autres. Et on ne peut pas être complètement dans l'ouverture de cœur et dans l'ouverture de soi et dans l'ouverture des autres, puisque on est intimement convaincu qu'on va se remanger dans la tronche des choses qui ont été douloureuses. Donc c'est très très difficile et il faut vraiment comprendre que vous n'y pouvez rien. Hein, il faut arrêter de vous flageller et de vous dire que c'est vous les fautifs, que c'est à cause de vous que ceci, que vous gâchez la vie des autres, que vous gâchez des moments. Non, arrêtez de vous dire ça. Vous ne pouvez pas faire autrement puisque c'est comme si on vous avait engrammé, c'est comme si on avait marqué au fer rouge, c'est comme si on avait fait un tatouage dans votre ADN. Comprenez bien que la blessure de l'humiliation est comme un tatouage dans votre ADN. C'est comme si c'était le prolongement de vous-même. Donc vous ne pouvez pas vous en vouloir. Vous n'êtes pas coupable du tout de ce qu'on vous a fait subir à ces moments-là, clairement. Donc ça, c'est très très important. Et c'est pour ça que ces personnes-là vont parfois aussi, je refais un petit parallèle avec l'image corporelle, se mettre dans de l'autodestruction. Ça va être vraiment une confiance en soi extrême. Donc on peut aller dans des régimes extrêmes, on peut aller dans de l'exercice compulsif, hein, vraiment la bigorexie, etc. Et on peut aussi avoir des troubles alimentaires comme l'anorexie, la boulimie. Moi, clairement, j'ai fait des épisodes de boulimie. Alors, je pense que je jette un gros paveton dans la mare en disant ça parce qu'à mon sens, autour de moi, il y a peut-être 3 personnes qui sont au courant, clairement. Donc, bon, ben voilà, maintenant vous le savez. Bon, c'est bien du passé. J'en ai eu longtemps honte, hein, pour rester dans cette honte-là, mais j'ai fait un grand j'ai tenté l'anorexie, c'était pas pour moi. Je crois que j'avais besoin de me remplir. J'avais besoin de me remplir de beaucoup de choses qui m'avaient manqué, d'amour, d'estime de moi, de confiance. Et j'avais le sentiment que je me remplissais en fait avec ça. Et en même temps, je me faisais honte. Donc voilà, c'est tout un cercle vicieux encore une fois, mais c'est pas le sujet de la boulimie aujourd'hui, ni des troubles alimentaires, mais tout ça pour dire que la boulimie fait complètement partie de la blessure de l'humiliation. C'est pas déconnant. Donc ne vous en voulez pas encore une fois aujourd'hui si vous vivez ce genre de choses, parce que c'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas, je vois les clientes qui viennent, qui me disent mais j'ai honte, en fait c'est plus fort que moi. C'est comme si d'un coup on appuyait sur un interrupteur et hop ça switchait. Ben, c'est exactement ça. En fait ça switch. Et on a beau avoir une mini partie de soi qui nous dit mais arrête, mais non, mais t'as dit que non, arrête, arrête, on ne peut pas s'arrêter. Parce que si on s'arrête, ça voudrait dire qu'on ne fait plus qu'un de ce dont on a souffert. Et on n'est pas prêt à ce moment-là de mettre un trait là-dessus parce que revivre en fait cette blessure de l'humiliation, ça nous permet de nous rappeler qu'on a souffert, qu'on a été victime d'eux, qu'on nous a dit des choses. Et c'est comme si on arrêtait d'avoir ces comportements déviants, et bien on oubliait ça. Alors bien sûr c'est faux tout ça, mais c'est vraiment ce qu'on se dit à ce moment-là. Donc c'est hyper important, vraiment, de prendre en compte que si vous avez le sentiment de souffrir de cette blessure de l'humiliation, bah faut faire quelque chose. Il faut vraiment aller taper à la porte d'un professionnel pour traiter cette blessure le plus rapidement possible et pour vraiment réagir en pleine conscience et pouvoir cicatriser émotionnellement. C'est hyper important, c'est vraiment cicatriser émotionnellement vos pensées, votre mental, votre âme, votre corps. Cicatrisez-moi tout ça pour pouvoir vous en sortir et faire en sorte que vous puissiez retrouver confiance en vous, surmonter votre peine, vous consoler et transformer cette expérience qui a été clairement humiliante en autre chose de beaucoup plus prospère pour vous, pour que vous puissiez passer à autre chose, à une autre étape. Et dans ces cas-là, bien sûr, en ayant eu ce processus de guérison, pouvoir entamer
presque comme une seconde vie quelque part, parce qu'on n'est plus vraiment la même personne hein, quand on a guéri d'une certaine façon ces blessures hein, de l'âme, notamment la blessure de l'humiliation. On est vraiment quelqu'un d'un petit peu différent. Parce qu'ensuite, en fait, on a une capacité à surmonter cette humiliation. Et on arrive à capter après les personnes qui essaieraient de se jouer de nous, quoi, de nous dire des trucs comme ça. Mais on n'en rencontre plus ensuite parce que, si vous voulez, c'est comme toutes ces blessures, une fois qu'on a compris ce qu'elles étaient venues faire, en fait, une fois qu'on a expérimenté ça, une fois qu'on a réussi à se débarrasser au maximum de cette blessure. Bien sûr, il en reste toujours une infime partie, vous savez bien que nous n'avons pas assez d'une vie pour tout régler. Mais vraiment, c'est autre chose qui se met en place. C'est autre chose qui arrive. Donc on a une énergie différente, on accueille des choses différentes et c'est surtout qu'on vibre quelqu'un de différent. Donc on n'est plus OK, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans le recevoir de ces blessures. Donc automatiquement, étant donné que notre vibration et énergie sont différentes, eh bien on attire à nous des personnes différentes. Et là, on va commencer à attirer des gens qui vont nous faire des compliments. On en avait peut-être avant, sauf que là, on est capable de les recevoir. On est capable de dire merci. On est capable d'ouvrir les bras, d'ouvrir notre cœur à nous-mêmes déjà et aux autres. Et vraiment, c'est complètement quelque chose de différent. Donc on a des schémas qui changent complètement. Et ça, c'est vraiment hyper important de comprendre que c'est primordial de travailler sur ça. Et puis, il y a aussi autre chose concernant la colère refoulée. Une colère refoulée parce qu'en fait, on en veut bien entendu aux personnes qui nous ont fait tant de mal, mais on s'en veut énormément à soi. Et ça, c'est important de comprendre que cette colère refoulée, c'est une colère qu'on a envers soi-même. On ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment la driver, on ne sait pas comment la gérer, la checker. C'est plus fort que nous que d'être en colère parce que on s'en veut de ne pas avoir su à l'époque dire les choses. On s'en veut de ne pas avoir su faire le distinguo entre ce que la personne nous envoyait comme humiliation et notre comportement. Donc on s'en veut énormément d'avoir cru en tout ça et on s'en veut parce qu'on sait que c'est en nous et qu'on ne sait pas comment faire pour s'en sortir. Et on s'en veut aussi, la colère vient aussi parce qu'on ne sait pas comment faire autrement par rapport aux personnes qui nous entourent aujourd'hui. C'est-à-dire que cette colère-là, elle est redistribuée, très mal redistribuée d'ailleurs, surtout envers les personnes qui sont tellement charmantes envers nous. En fait, on rejaillit cette colère parce qu'on a un trop-plein en nous et on se dit, bah ok, faut que je la rejette sur quelqu'un, toi t'es là, tu m'aimes, t'es gentil, tu me fais des compliments, tu vas manger pour ceux qui m'ont humilié. C'est pas bien sûr que c'est pas bien, mais c'est encore une fois plus fort que soi. Alors plutôt que d'essayer de vraiment refouler encore cette colère, de la casser, travaillez sur cette colère. Acceptez-la dans les débuts, cette colère. Faites en sorte qu'elle se manifeste. Vous savez bien que pour accueillir du nouveau, du neuf, du propre, il faut faire de la place. Et pour faire de la place, il faut faire sortir de soi toute cette merdouille. Et vraiment, c'est quand on fait sortir de soi tout ça qu'on peut accueillir d'autres choses. Je donne toujours l'exemple d'un joli vase magnifique avec des fleurs magnifiques. Eh bien, quand on veut remettre de l'eau propre pour que les fleurs continuent de fleurir, on jette l'eau croupie. Eh bien, c'est pareil avec nos émotions, nos sentiments, nos blessures, etc., etc. Il faut faire de la place. Donc, c'était important pour moi que de vous faire ce podcast sur l'humiliation parce que c'est une blessure extrêmement importante. Toutes les coachées que je vois ont cette blessure-là en elles parce que c'est comme ça. On attire à soi de toute façon aussi les clientes qui nous ressemblent. Et clairement, je connais par cœur ces blessures de l'âme et je connais par cœur cette blessure de l'humiliation. Et donc c'était très très important pour moi de vous faire un podcast sur ça cette semaine. Et je vous dis à très très vite. Bien entendu, si vous avez aimé, likez, c'est vraiment grâce à vous que je peux me développer et que je peux continuer d'accompagner des femmes pour qu'elles reprennent les rênes de leur vie en main, qu'elles se sentent épanouies et bien dans leur vie. Vous pouvez commenter, vous pouvez partager, vous pouvez le balancer à d'autres femmes que vous connaissez autour de vous qui en auraient besoin. Et je vous invite bien sûr à venir vous connecter à ma page Instagram avec grand plaisir. Je vous attends et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.